Bonjour, chers étudiants, dans ce nouveau cours consacré au contentieux administratif. Dans cette séance, nous allons aborder les grandes lignes de l'instance, en commençant par l'introduction de l'instance. Alors, pour saisir le juge administratif, il faut présenter une requête introductive d'instance, et celle-ci doit respecter certaines exigences de forme et de délai. Aussi, le requérant doit avoir la qualité pour agir. Enfin, il y a une décision administrative préalable qui s'impose. Alors, commençons tout d'abord par les conditions de forme. Alors, ce sont des conditions qui sont posées par les prescriptions ou par les dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile. Alors, je rappelle qu'on a dit que, en matière de procédure devant les juridictions administratives, ce sont les règles du Code de procédure civile de 1974 qui sont applicables devant ces juridictions. Donc, il n'y a pas de particularité. C'est le même code qui s'applique devant toutes les juridictions nationales. Alors, pour présenter cette requête, il y a des formalités à respecter et généralement, puisqu'on est en matière administrative, donc la présence de l'avocat est obligatoire. L'avocat sait pertinemment les formalités qu'il faut respecter, qu'il faut observer pour présenter cette requête devant le juge. Alors, passons deuxième condition, c'est une condition liée au délai. Alors, l'exigence d'un délai pour intenter le recours au juge se justifie par l'idée qu'il ne convient pas de laisser s'éterniser des situations litigieuses. En droit public particulièrement, l'ordre public et l'intérêt général militent plus encore en faveur d'un apurement rapide des situations de conflit. Alors, toutefois, il faut distinguer le contentieux de la légalité et le contentieux de pleine juridiction. En matière de légalité, ce qui est en cause, c'est la validité des décisions administratives. Certes, le privilège du préalable permet l'application immédiate de l'acte administratif, mais il n'est pas bon qu'un doute pèse trop longtemps sur sa validité. L'acte doit disparaître rapidement et devenir incontestable. Le recours au juge est donc enfermé dans des délais très brefs de 60 jours, à compter de la publication ou de la notification de la décision ou la date à laquelle est acquise la décision implicite de refus de la demande initiale ou du rejet du recours administratif. Donc, pour résumer, on peut dire que en matière de recours en annulation, quand on s'adresse au juge administratif pour demander l'annulation d'un acte administratif, on doit observer un délai de recours qui est de 60 jours. Ça, c'est la règle générale. Mais il y a dans plusieurs matières des délais assez brefs, c'est-à-dire parfois 48 heures, parfois 15 jours, etc. Mais le délai, la règle générale, elle est de 60 jours. Alors, qu'en est-il de recours de pleine juridiction? Dans le contentieux de pleine juridiction, ce qui est en cause, ce n'est qu'une somme d'argent dans la plupart des cas. Que la cause du litige se trouve dans la violation d'un contrat ou d'un préjudice causé par tout acte de l'administration, toute activité ou tout acte matériel ou juridique. Dans ce cas-là, le recours n'est enfermé dans aucun délai. Mais l'absence de délai ne doit pas faire oublier l'existence de prescriptions particulières. À titre d'exemple, l'article 106 du Code sur les obligations et les contrats, le droit civil marocain, stipule que l'action en indemnité du chef d'un délit au quasi-délit se prescrit par 3 ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Il se prescrit en tous les cas par 15 ans à partir du moment où le dommage a eu lieu. Donc, un autre exemple est fourni par l'article 134, alinéa 3 du décret royal du 21 avril 1967 sur la comptabilité publique à propos de la déchéance quadriennale des dettes de l'État. Donc, un requérant dispose d'un délai de 4 ans pour réclamer ses droits, pour restituer ses droits auprès de l'administration.
Voilà donc ce qui est de conditions de délai. Passons maintenant aux conditions tenant à la qualité du requérant, c'est-à-dire la personne qui va se présenter devant le juge. Il doit satisfaire un certain nombre de conditions. Alors, le requérant doit avoir la capacité d'agir en justice et justifier qu'il possède un intérêt à agir. Donc, question de capacité et question d'intérêt à agir. Commençons par la capacité. Alors, la capacité pour les personnes physiques, il dépend de l'âge et de la possession des droits civils. Le mandataire doit justifier l'existence d'un mandat. Pour les personnes morales, la capacité découle des règles statutaires qui déterminent les organes capables de représenter valablement l'institution en justice. Par exemple, si vous prenez une association, il peut rester en justice. Mais qui c'est qui va saisir le juge administratif dans l'association? Généralement, les statuts de l'association fixent la personne et déterminent avec clarté la personne habilitée à représenter l'association. Généralement, c'est le premier responsable de la société, de l'association, c'est-à-dire le secrétaire général de cette association. La même chose pour les sociétés commerciales. Donc, il y a un directeur à la tête de cette société. C'est lui qui est capable ou habilité à saisir le juge pour défendre les intérêts de la société. Alors, pour les autres personnes publiques, comme l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales, donc il y a des textes particuliers qui déterminent les personnes qui sont aptes à représenter ces personnes publiques devant le juge. Alors, une autre condition doit être satisfaite par le requérant, à savoir l'intérêt à agir. Le grand principe en procédure, c'est que nul ne peut agir en justice s'il n'a pas intérêt à le faire. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc, s'il n'a pas d'intérêt, il ne peut pas intenter une action devant le juge. En recours en annulation, le recours en annulation est largement ouvert parce que le juge exige seulement du requérant la preuve qu'il possède un simple intérêt à agir. Par contre, dans le contentieux de pleine juridiction, le juge exige du requérant qu'il possède un droit lésé, droit lié à un contrat, droit de propriété, droit à l'intégrité physique, etc. Alors, à côté de ces conditions, nous avons une autre formalité qui doit être observée, c'est ce qu'on appelle la décision préalable. Alors, la règle de la décision préalable consiste en ce qu'on ne peut pas former un recours devant le juge administratif si on ne s'est pas adressé préalablement à l'administration. C'est-à-dire, on doit s'adresser en premier lieu à l'administration pour réclamer nos droits. Au moment où l'administration refuse de donner son aval, de satisfaire la demande, à ce moment-là, on peut saisir le juge. Donc, dans le recours pour excès de pouvoir, cette décision préalable est constituée par la décision attaquée elle-même. Mais dans le contentieux de pleine juridiction, la règle de la décision préalable révèle son originalité. Par exemple, dans le contentieux de la responsabilité, l'administré, victime d'un dommage, ne pourra pas, à la différence de ce qui se passe en procédure judiciaire, saisir directement le juge administratif. Il devra d'abord provoquer une décision de l'administration rejetant sa prétention. Naturellement, l'administration n'est pas obligée de provoquer une telle décision que si cette décision n'a pas été déjà prise spontanément par l'administration. En résumé, donc, le demandeur doit s'adresser d'abord à l'administration. C'est seulement s'il se heurte à un refus total ou partiel qu'il pourra saisir le juge. La règle de la décision préalable est donc l'obligation faite au plaideur, préalablement à tout recours contre l'administration, de solliciter d'elle une décision sur la prétention qu'il se propose de soumettre au juge. Elle est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours auquel se serait pas jointe la décision de l'administration. Voilà donc ce qu'on peut dire brièvement des conditions exigées pour saisir le juge administratif. Maintenant, on passe à une autre phase, c'est l'instruction et le jugement. L'instruction de l'affaire par le juge administratif.
Alors, cette phase d'instruction est largement dominée par l'office du juge rapporteur qui dirige le procès. On rappelle ici le caractère inquisitoire de la procédure contentieuse administrative. Les parties présentent leurs arguments dans les délais fixés par le juge rapporteur et sous forme écrite. Le juge prescrit d'office ou à la demande des parties les mesures d'instruction. Et enfin, il prononce par ordonnance la clôture de l'instruction. Il rédige son rapport et transmet le dossier au tribunal. Il fixe la date de l'audience. Alors, l'audience, c'est une partie intégrante de la procédure contentieuse. Le tribunal de première instance, on le sait, statue un juge unique, à la différence du juge ou du tribunal administratif qui comporte 3 membres dans sa formation de jugement. Donc on rappelle ici le principe de la collégialité. Alors, le tribunal administratif siège publiquement, sauf exception, c'est-à-dire en cas de si l'ordre public ou les bonnes mœurs l'exigent. Le tribunal procède à l'audition du rapporteur, du commissaire royal, des avocats et des représentants de l'administration, ainsi que l'agent judiciaire du royaume. L'affaire peut alors être jugée, mais dans la plupart des cas, elle sera mise en délibéré. Le juge renvoie à une audience ultérieure le prononcé du jugement. Celui-ci sera enfin rendu en audience publique après avoir été rédigé en réunion non publique. C'est le secret du délibéré. Alors, pour ce qui est du jugement, donc le jugement obéit aux formalités prévues à l'article 50 du Code de procédure civile. Les jugements rendus par les tribunaux, les arrêts ou les décisions rendues par les cours d'appel, etc., sont rédigés dans des formes déterminées par le Code de procédure civile. On renvoie ici à l'article 50 de ce Code. L'appel est enfermé dans un délai de 30 jours. Donc, si le jugement est rendu par le tribunal administratif, on peut faire appel de ce jugement et l'appel est enfermé dans un délai de 30 jours. C'est seulement à l'expiration de ce délai que le jugement acquiert autorité relative de choses jugées et qu'il peut être exécuté. Après expiration du délai de recours en cassation, il passe en force de choses jugées. Mais cela ne veut que pour les décisions rendues par les juridictions ordinaires, puisqu'il n'existe ni appel ni recours en cassation contre les décisions rendues directement par la Cour de cassation en matière administrative. L'appel est suspensif de l'exécution du jugement. En revanche, le recours en cassation ne l'est pas. Lorsqu'il est devenu définitif, le jugement d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de choses jugées. On dit qu'il a effet à l'égard de tous. Quant au jugement rendu à la suite d'un recours de pleine juridiction, son autorité n'est pas relative, en ce sens qu'il n'a autorité qu'à l'égard des parties. Par ailleurs, lorsque les voies de recours ont été utilisées ou que les délais pour le faire sont expirés, le jugement est définitif et il est passé en force de choses jugées. Alors, qu'en est-il des voies de recours en matière administrative? Les décisions rendues par les juridictions administratives sont susceptibles de recours. Comme en procédure judiciaire, on distingue à cet égard des voies de réformation, appel et cassation, et les voies de rétractation. Celles-ci sont portées devant la juridiction même qui a rendu la décision attaquée et non devant une juridiction supérieure. L'appel tout d'abord. C'est une voie de recours dirigée contre un jugement rendu en premier ressort afin d'obtenir de la juridiction à laquelle il est adressé qu'elle censure ce jugement et adopte une nouvelle décision sur le litige auquel il a donné lieu. L'appel est ainsi une voie de réformation. Il fait bénéficier les justiciables d'un double degré de juridiction. Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant les cours d'appel administratifs, sauf exception, et ce selon les formes et les délais prévus aux articles 134 à 139 du Code de procédure civile. Maintenant, on parle du recours en cassation. C'est un recours en annulation dirigé contre une décision juridictionnelle. Il ne peut être intenté que devant la Cour de cassation. Il a pour objet l'annulation d'une décision
d'une juridiction administrative rendue en dernier ressort. Elle est destinée non à faire réexaminer le litige soumis à la juridiction dont la décision est contestée, comme c'est le cas de l'appel, mais à faire réexaminer cette décision elle-même au regard des règles de droit applicables. Si elles ont été méconnues, la décision est annulée. Notamment, normalement, l'affaire est renvoyée devant la juridiction du fond pour qu'elle en reprenne l'examen. Voilà donc, chers étudiants, on arrive au terme de cette séance. Je vous souhaite bonne continuation, bon travail et à la prochaine séance.